qui revient, qui est le directeur adjoint de la rédaction de l'Humanité. Pour ceux qui se demandaient s'ils pouvaient encore revenir dans la course à la présidentielle, l'affaire Dominique Strauss-Kahn est loin d'être finie. Aux États-Unis, je vous le disais, le procureur poursuit son enquête et en France, eh bien, Tristan Banon a déposé plainte pour tentative de viol. Alors vous voyez ici DSK profitant cette semaine de sa liberté à New York avec Anne Sinclair. C'est un peu l'image de la semaine, le couple qui n'arrive pas à ouvrir la porte de son appartement. C'est un passant qui va les aider et ça devant les caméras de télévision qui sont postées 24 heures sur 24 devant la résidence du couple à Tribeca, New York. Donc, Patricia Lémonière, qu'est-ce que vous inspire ces tout derniers rebondissements dans l'affaire Strauss-Kahn? Il y a encore une semaine, on parlait d'un violeur présumé. Aujourd'hui, c'est presque la victime d'une femme de chambre qui aurait menti. Alors, je crois qu'il y a deux choses. Il y a la façon dont il y a l'emballement médiatique. Et puis, il y a le système juridique américain qui fonctionne totalement différent d'une autre, qui est très différent d'une autre. Aux États-Unis, la parole du témoin est très importante et mentir devant un grand jury, c'est tout simplement impossible. Et à partir de là, tout s'écroule. Nous avons un système radicalement différent. Et puis, en parallèle, je crois qu'il y a cette fameuse emballement médiatique. On voit très bien comment la presse se saisit d'un fait, le grossit parce qu'on a toujours un effet de loupe dans la presse et donc le pousse à son extrême dans un sens et dans un autre. Et la presse française aussi, parce qu'on pointe du doigt la presse américaine, mais nous aussi, enfin nous, journalistes, on y allait... On est le vrai reflet. Et là, je trouve qu'on a eu beaucoup de suivisme parce que les informations qui nous arrivaient, on les reprenait des journaux américains. Donc on a suivi et on a eu beaucoup de difficultés, je peux vous dire, sur place même à enquêter parce que les policiers américains, les fuites sortaient dans la presse américaine. Donc les Français souvent suivaient. Vous êtes d'accord avec ça, Maurice Ulrich? Je ne peux pas ne pas être d'accord, c'est le système américain, mais il n'empêche que pour notre culture et je dirais pour la recherche de la vérité, c'est quand même un problème. Parce que finalement, voilà cette jeune femme qui est effectivement salie, qui a visiblement menti sur quelques points. Mais enfin, si maintenant, je vais être extrêmement rapide, mais si on a le droit de violer les menteuses, ça va très loin. Non, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, les deux choses n'ont rien à voir. Elle peut avoir menti sur quelques détails, elle peut avoir menti sur son arrivée aux États-Unis, sur les conditions, etc. Elle peut même avoir menti sur des petits faits, enfin sur le déroulement des faits, même semble-t-il, pour des raisons qu'on pourrait expliquer, comprendre peut-être. Je ne sais pas, peut-être. Mais ça n'a strictement rien à voir avec le fait qu'elle a subi ou non une agression sexuelle. Les deux choses sont différentes. Et le problème qui est inquiétant, c'est qu'effectivement, on risque de ne jamais savoir la vérité, parce que ou bien il y aura un non-lieu parce que le procureur aura peur d'aller au procès parce qu'il aura peur de ne pas être réélu, ou ce sera l'inverse et ce sera la même chose. Donc à un moment donné, voilà, on est devant quelque chose quand même qui est assez pervers et je dirais inquiétant pour la situation des femmes, je dirais d'une certaine manière, parce que quand même, si maintenant la parole de quelqu'un qui dit on met en cause et puis donc il ne s'est rien passé. Est-ce que vous, par exemple, à l'Humanité ou à TF1, est-ce que vous êtes fait quand même vous avez pris un peu de recul en vous disant finalement c'est vrai il y a eu une sorte de suivisme par rapport aux journaux américains. On a vécu aussi une sorte de schizophrénie. Il y a 15 jours, on le pointait du doigt, on l'accusait cet homme et puis aujourd'hui on accuse non, mais moi je crois qu'il faut sa victime. Fois, effectivement, notre travail c'est essentiellement de ne pas accuser. Je veux dire, c'est de se faire le reflet. La presse, soit on est une presse qui a des points de vue, soit on est une presse qui se fait le reflet de ce que l'on a et de ce que l'on sait. Donc je crois qu'on a essayé d'être parfois un peu trop factuel, et peut-être pas, ce qu'on peut dire, c'est de ne pas assez enquêter, pas faire assez d'investigation, mais je vous le dis, là encore, c'est très difficile. Mais pour revenir sur la parole, je crois que c'est deux conceptions complètement différentes entre nos deux pays. Regardez Bill Clinton, regardez le poids des mots dans ces pays et le poids de la parole, qui n'est pas du tout le même chez nous. Chez nous, on peut à la limite mentir lors d'un procès. Ziad Limam, ceux qui pensaient qu'il allait revenir en politique, parce qu'il y a quand même une semaine, ils ont été quand même nombreux à dire mais est-ce qu'il va revenir dans la primaire, dans la course à la présidentielle? Aujourd'hui, ils sont un peu à côté de la plaque, ces gens-là? Mais ça ne se pose même plus la question. Non, moi je pense que l'histoire de la présidentielle, bon, on l'avait déjà dit sur votre plateau la semaine dernière, enfin certains d'entre nous,
Moi, j'avais utilisé un mot un petit peu violent, j'avais dit carbonisé, mais je pense qu'il est vraiment carbonisé sur un plan politique pour le moment, d'autant plus que l'instruction de l'affaire aux États-Unis est loin d'être... Enfin, le procureur a reculé, effectivement, pour des raisons tactiques ou parce que son témoin était pas très fiable, mais il n'a pas renoncé aux charges. Moi, je pense qu'on est un peu sévère avec le système américain parce que il n'y a qu'aux États-Unis où on attrape un des hommes les plus puissants du monde dans un avion, on le débarque, on le colle dans un commissariat, on lui met les menottes, on l'inculpe officiellement. Donc, je veux dire, c'est quand même... Et le système a l'avantage de fonctionner aussi à charge et à décharge. C'est-à-dire, quand le procureur se rend compte que son témoin est fragile, il recule parce que c'est la procédure américaine qui fonctionne comme ça, et il est obligé de donner à la défense des éléments qu'il a en sa possession qui peuvent favoriser la défense. Donc, bon, je pense que sur le fond, l'affaire DSK, il y a deux choses. Il y a le fait divers sur lequel on est en instruction quand même, c'est pas fini. Et puis, il y en a un deuxième qui s'ouvre en France, donc on va voir comment tout ça va évoluer. Et il y a la fascination qu'on peut quand même comprendre parce que ce type était candidat à la présidence ou pratiquement élu dans la tête d'un certain nombre de gens. C'est un des hommes les plus puissants du monde, patron du FMI, de l'argent, grande famille, tatati, une femme très connue. C'est normal que les journalistes sont le reflet de la société et sont fascinés par une histoire, quand même, il n'y en a pas tous les jours des faits divers comme ça. Il y a quand même quelque chose, si vous voulez, là je ne parle pas des journalistes et autres, mais je parle des dirigeants socialistes, où je trouve que là, ils sont quand même un petit peu dans le fantasme, dans une réaction qui va un peu loin, en ayant l'air de soutenir, en voulant soutenir à tout prix DSK, ce qui peut se comprendre. Mais par exemple, quand sur Tristan Banon, il y en a qui parlent de torrent de ceci, qu'on dit c'est une opportuniste et tout, mais attention, enfin, moi il me semble qu'au rang des valeurs de la gauche, il y a aussi le respect de la parole des femmes, et notamment des victimes d'agressions sexuelles. Les socialistes, ils sont dans le pire des scénarios. C'est-à-dire que moi je trouve qu'elle est très symbolique, cette image de Strauss-Kahn et sa femme qui n'arrivent pas à rentrer chez eux. Strauss-Kahn, il est ni dedans ni dehors. Je veux dire, dans la présidentielle, il n'y est pas, et en même temps, il va avoir un rôle important. Il est à moitié disculpé parce que cette jeune femme a menti dans le passé, mais en même temps, les charges demeurent. Il y a une nouvelle instruction qui commence en France. Je pense que c'est le pire des scénarios, surtout pour les socialistes, parce qu'il va y avoir une espèce d'ombre portée de Dominique Strauss-Kahn sur la présidentielle. Et du coup, par contraste, les autres candidats, les Aubry, les Royal, les Hollande, vont apparaître comme des candidats par défaut. En fait, comme s'ils étaient comme s'ils étaient là parce que celui qui était légitime ne pouvait pas y aller, ne pouvait pas entrer. Je pense que la politique va l'emporter, et à un moment, ses amis du PS vont l'enterrer. Il y a une élection présidentielle. L'ombre portée de DSK, s'il ne se sort pas de ses ennuis juridiques dans, j'allais dire, les jours qui viennent, il est définitivement mis à l'écart. On voit bien déjà... je crois qu'ils en sauf que oui, je ne suis pas aussi radical que vous, en tout cas pas aussi affirmatif, parce que Dominique Strauss-Kahn, c'est aussi une légitimité très spécifique au Parti Socialiste, qui est cette compétence. C'était l'homme de gauche qui maîtrisait la mondialisation, qui était à la fois socialiste et le patron du FMI, alors que les autres n'ont pas ces états de service-là. Il y a une bonne partie de la gauche du parti qui n'était pas tout à fait d'accord pour avoir un libéral patron du FMI. C'est vrai, mais il y avait une grande partie du centre qui était prête à le rejoindre. Et c'était la chance de l'emporter. Ils en ont un peu fini, je pense, avec la séquence émotion, parce que les dernières déclarations de Martine Aubry, qui sont « nous ne commenterons plus cette affaire ». Ségolène Royal a dit la même chose, on ne commentera plus cette histoire. Maintenant, on veut faire de la politique. Alors effectivement, je suis d'accord qu'il y a une ombre, je suis d'accord. Mais ils vont essayer d'en sortir, et ils sont en train d'en sortir. Dominique Strauss-Kahn, donc peut-être carbonisé, en tout cas, c'est ce que pense Ziad Limam. N'oubliez pas que Anne Sinclair aura envoyé un SMS à ses amis. N'oublions pas ceux qui nous ont craché à la gueule. Il y aura peut-être des règlements de compte. J'ai dit carbonisé politiquement. On témoignera en votre faveur. Juste un petit mot quand même. Il ne faut pas négliger le fait qu'il s'agit d'une affaire pénale. Moi, je n'ai pas de jugement personnel, politique, j'en ai peut-être un, mais sortons de l'affaire pénale pour parler politique. Mais pour le moment, il y a une affaire pénale. Et on va s'apercevoir que le système américain, il a quand même ses avantages. Parce que certes, on est passé du lynchage à une espèce de réhabilitation, mais c'est allé très très vite. Et on va voir avec l'instruction de l'affaire Banon à quel point la justice française est nuisible par sa lenteur. Oui, mais... il y a quand même la question de la vérité. En tout cas, ça soulève de la passion autour de l'affaire. Voilà, il faut qu'on parle de l'Égypte aussi, parce que c'est important. On va tout de suite regarder ensemble ces images de la place Tahrir. La place Tahrir qui était noire de monde, comme au premier jour de la Révolution. Les Égyptiens dénoncent l'impunité dont bénéficient les anciens caciques du régime, l'impunité également des policiers qui ont tué, et ils veulent aujourd'hui des réformes. Patricia Lémonière, est-ce qu'on peut s'attendre à une révolution bis ?
Alors, moi, je crois qu'on n'est qu'au début d'une grande transformation dans le monde, j'ai envie de dire, arabe ou au Proche et Moyen-Orient. Parce que là, on a attaqué une phase, on a tout de suite dit le printemps arabe, mais le printemps arabe va se poursuivre. Et à mon avis, on rentre dans une phase de bouleversement qui va s'étaler sur une bonne dizaine d'années. Ces pays sont sans structure, ils ont gardé, comme l'Égypte, effectivement, des caciques, des anciens, et tout naturellement, les jeunes qui veulent faire bouger, parce que c'est une révolution très jeune, en tout cas, qui veulent faire bouger, ne comprennent pas pourquoi l'ancien chef d'état-major ou l'ancien ministre de la Défense est toujours là. Ça, on le comprend, mais ces pays devaient fonctionner. Donc il y a enfin une fracture, une rupture entre le temps du gouvernement, le temps d'installation d'un nouveau régime et les demandes très, très rapides, très, très instantanées, très novatrices des jeunes. Et donc on est dans deux temps qui ne peuvent pas s'accorder et je crains que ces événements durent très longtemps. Guillaume Roquette, quand vous voyez tous ces Égyptiens qui redescendent sur cette place Tahrir, vous dites qu'il y a peut-être une nouvelle révolution qui se prépare ou J'ai l'impression que l'histoire bégaye, parce que ce sont les mêmes images que celles qu'on a vues il y a 5 mois, mais pour faire une révolution, quand on fait une révolution, c'est pour déposer un pouvoir en place. Or, on comprenait bien qui on voulait déposer du temps de Moubarak. Mais aujourd'hui, théoriquement, cette espèce de junte, ce Conseil supérieur des forces armées, il est là juste pour la transition jusqu'aux législatives de septembre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce soulèvement? Est-ce que c'est une espèce de forces souterraines qui sont en train de se mettre en place, avec peut-être les islamistes, avec... Il y a nombreux frères musulmans là qu'on n'a pas beaucoup vus au moment des premiers et qui commencent à revenir, et qui reviennent. peut-être sont en train de poser leurs jalons. Est-ce que ça veut dire qu'ils pressentent que finalement, le processus démocratique n'ira pas à son terme? Et donc c'est une forme de mise en garde contre les généraux en disant faites attention, n'oubliez pas de nous rendre le pouvoir. Je pense qu'on est dans la pire des situations parce que on a déposé le régime ancien et on n'a pas le sentiment que la transition se passe comme elle devrait. Ziad. Moi je pense que ce qu'a dit Patricia est très important, c'est que le temps médiatique là, il joue en faveur de simplifications qui ne sont pas justes. Ce qui s'est passé il y a 5-6 mois en Tunisie et en Égypte, c'est vraiment un tremblement de terre dont on va voir petit à petit les évolutions. La deuxième chose, c'est qu'il y a des déficits de légitimité très forts dans les deux pays. Il n'y a pas de pouvoir légitime aujourd'hui en Tunisie, il n'y a pas de pouvoir légitime en Égypte, et donc ça pose un réel problème de légitimité, de fonctionnement au quotidien, d'organisation des élections, de qui a le droit de faire ci, de qui a le droit de faire ça. La troisième chose, c'est que je pense que quand il y aura des élections, ça va déjà s'éclaircir, parce que les gens vont avoir l'impression d'avoir fait un acte politique réel de mettre un bulletin dans une urne, et on verra le Parlement qui sortira en Égypte et on verra la constituante qui sortira en Tunisie. Mais je pense que l'histoire, en tous les cas pour moi, elle va commencer en Tunisie par exemple le 23 octobre. Quand le 24 octobre, quand les gens auront voté, ils auront fait un acte citoyen qui sera une vraie première pierre. Et à ce moment-là, les forces politiques, les islamistes, pas les islamistes, les nouveaux, les laïcs, la gauche, tout ça, on verra ce qui se passe. Et pourquoi ils réagissent comme ça alors? Parce que c'est dans 2 mois les législatives. Oui, mais parce que les gens ont peur. Les gens ont peur qu'on leur confisque les élections. Il y a plusieurs choses aussi. Je crois qu'il y a plusieurs révolutions dans la révolution. Je suis bien d'accord sur le fait qu'il s'agissait d'abord de faire partir un pouvoir. Mais pour les uns, par exemple, les libéraux, et il y a plusieurs partis libéraux qui se sont constitués et qui existent maintenant, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'avoir une démocratie moderne, mais libérale, et voire ultra-libérale. Et il y a des économistes d'ailleurs qui poussent, des économistes occidentaux, en disant il faut un capitalisme du 19e siècle. Il y a un prix Nobel de l'économie qui l'a dit, pour développer l'Égypte et la Tunisie. C'est-à-dire parce que c'est beaucoup plus dynamique, etc. Mais en même temps, il y en a d'autres. Par exemple, il y a des ouvriers en Égypte. Une grande ville comme El Mala, le centre du textile, où il y a 26 000 ouvriers dans une seule usine du textile. Ces gens-là ont déjà fait des grèves avant. Et après. Et ils attendent autre chose qu'ils attendent des augmentations de salaire. Ils attendent de ne pas être privatisés pour certains, d'autres, etc. Donc il y a toutes ces contradictions-là. Et c'est un peu rapide, si vous voulez, de dire c'est les jeunes, c'est les jeunes. Oui, bien sûr, ils ont été extrêmement moteurs, mais les attentes de la société sont considérables, mais elles peuvent être aussi contradictoires. C'est-à-dire, et elles sont multiples. Oui, et d'ailleurs, les attentes de la société, il y a quand même une majorité d'Égyptiens là, qui en ont, il faut le dire aussi, assez de ces manifestations, qui veulent que l'économie reprenne, qui se plaignent de l'absence de tourisme. On parle par exemple des frères musulmans. Mais les frères musulmans, c'est fini, c'est plus le bloc. On nous a agité les blocs musulmans en nous disant ça y est, ils vont revenir au pouvoir à l'occasion des élections. Mais les frères musulmans maintenant sont éclatés. Il y a les jeunes frères musulmans, il y a les radicaux parmi les frères musulmans. C'est une société qui a subi un tel tremblement de terre que tous les partis traditionnels ont éclaté, qu'il n'y a plus rien. Et on pourrait dire que ces manifestations, c'est un peu des comités de vigilance, mais composés de multiples forces, chacune voulant tirer la révolution entre guillemets
pour elle, évidemment. Et il y a un risque. Il y a un risque de dérapage. Il faut être un peu plus optimiste. C'est-à-dire qu'encore une fois, le temps va trop vite. On a l'impression que c'est, excusez-moi, que c'est le chaos, qu'il n'y a plus de centralité. Mais la réalité, c'est que c'est un processus créatif qui est en train de bouger. Et c'est normal que ça sorte, c'est normal que ça pète. Un repère historique, si en 2 minutes, l'Afrique du Sud, la négociation a commencé en 91 et l'élection a eu lieu en 94. Les gens se rappellent de 94. C'est la date fondamentale. Moi, je pense qu'il faut aider ces pays à aller aux élections. Ouais, n'empêche que vous êtes optimiste, tant mieux. Tant mieux, j'espère que vous aurez raison. Mais moi, je me souviens combien, il y a 5 mois, on critiquait les chancelleries occidentales qui étaient très prudentes, qui avaient l'impression de vouloir freiner le mouvement, de ne pas l'accompagner suffisamment, en disant « mais vous êtes d'horribles bourgeois ». Je me souviens d'un éditorial de Libération, dans la bouche de Libération, ce n'est pas forcément un compliment, en disant « vous n'accompagnez pas la révolution, vous allez voir, c'est formidable, c'est un printemps démocratique ». Bon, moi, je pense que ces inquiétudes, moi je les avais à l'époque, on peut les avoir encore aujourd'hui. Parce que pour l'instant, toutes les portes sont ouvertes, il y a une dimension sociale et on ne voit pas comment est-ce que les choses vont se mettre en place. Ce n'est pas qu'un problème d'inquiétude. Ce n'est pas qu'un problème d'inquiétude. C'est aussi le problème que si on croit, j'ai cité, que la révolution est un dîner de gala, on se trompe. C'est très compliqué. Dans une révolution, il y a un temps court qui est celui où le moment où on renverse le pouvoir, et il y a un temps long qui est celui de la construction. Et les révolutions... On dit, fait toujours la comparaison avec la révolution française. On peut aussi faire la comparaison avec la révolution iranienne. Si on regarde, on peut le faire avec la révolution française. Encore une fois, si on regarde avec un léger prisme optimiste, c'est pas des sociétés qui ont sombré dans la violence. Il n'y a pas des milliers de gens qui sont en prison, il n'y a pas eu de gens fusillés qui ont été mis au poteau, il n'y a pas de règlement de compte, etc. Donc il y a quand même, au fond, derrière tout ça, il y a quand même des vraies nations. Alors elles avaient été politiquement anesthésiées depuis les indépendances, et puis on peut remonter encore plus loin dans l'histoire arabe, etc. Mais c'est des pays qui sont dans un mouvement, donc on n'est pas dans un bins intégral. Et si jamais il y a les islamistes, allons-y, il faut bien qu'on regarde ça aussi. En Europe, on est tout le temps en train de dire les islamos. Mais s'il y a 30% de députés islamistes à la constituante tunisienne, eh ben on verra ce qu'ils sont capables de faire. Et s'il y a 30 ou 40% de députés en Égypte, il faut bien qu'on se réconcilie avec la réalité de ces pays. Et il vaut mieux que ça soit dans un schéma démocratique que dans un schéma autoritaire qui nous masquait une partie de la réalité. On va faire une pause. Je vous retrouve avec nos invités dans un instant pour la deuxième partie de ce débat. Nous parlerons de la Libye avec cette question. La chute du colonel Kadhafi est-elle imminente? On l'a déjà posée à plusieurs reprises. La question, pour l'instant, n'a pas l'air tout à fait encore imminent. Et puis ce scandale, le tabloïd britannique News of the World ferme à cause d'une affaire d'écoute téléphonique. Des stars, des politiques, des familles de victimes ont été écoutées illégalement durant des années. Comment cela a-t-il pu être possible? À tout de suite.